Bonjour à tous. À Main-sur-Loire, dans le Loiret, les jardins du château sont nichés en plein centre-ville et s'étendent sur 7 hectares. Ils seront transformés au fil des siècles en superbes jardins que la Révolution viendra anéantir. Cependant, des vestiges subsistent du parc et conscient qu'un château sans jardin, c'est un château dont l'âme n'est pas complète, le nouveau propriétaire a fait réaliser une importante étude historique. Il a utilisé une méthode de prospection moderne, la télédétection par laser, communément appelée prospection LIDAR, pour faire réapparaître les traces des jardins anciens. C'est donc Xavier Lelevé, propriétaire du site, qui va nous raconter cette histoire, comment retrouver un jardin historique oublié. Bonjour à tous, merci Michel Quentin de nous accueillir pour évoquer ensemble la manière dont on peut retrouver un jardin autour d'un château important du XIIIe siècle, résidence des évêques d'Orléans. Un jardin effectivement qui à la Révolution a été complètement comblé et que nous avons à cœur maintenant de retrouver parce qu'effectivement un château sans jardin c'est impossible. On va voir comment on a procédé pour essayer de retrouver les traces de ce jardin. Alors Main-sur-Loire rapidement, hein, c'est la résidence des évêques d'Orléans. C'est un château fait par et pour les évêques d'Orléans. Ils ne l'ont pas fait à Orléans, ils l'ont fait à Main-sur-Loire, à 18 km d'Orléans, dans un site où il y avait déjà un lieu de spiritualité, sans doute druidique, depuis la nuit des temps. On a un château déjà qui s'appelle le château Deux Visages. Vous le connaissez peut-être. Côté ville, on a cette façade médiévale qui a évolué au fil des siècles. Là, on a une base de 1209. La tour devant vous avec ses deux feuillures, c'est 1478. Puis à gauche, le bâtiment avec ses coupoles un peu étranges. C'est une chapelle néoclassique que l'on doit à Trouard. C'est l'évêque qui a fait notamment le Crillon à Paris. L'autre côté du château est résolument différent. Là, on est du côté des jardins. C'est un château qui a été modifié profondément en 1706. On est bien sur la même base de château médiéval. On va combler les baies médiévales, ouvrir ces larges fenêtres, combler le fossé médiéval avec cette cour d'honneur. 1706, Louis XIV donne 20 000 livres à Fleuriot d'Armenonville, l'évêque de l'époque, pour refaire ce château qui devient une très belle résidence conforme au rang de l'évêque d'Orléans. On va avoir également quelques détails. Alors, c'est un château qui n'a que 7 hectares de parc. Un château de cette importance qui fait plus de 6000 mètres carrés devrait avoir 40 ou 70 hectares, mais en centre-ville, il n'a que 7 hectares. Il a plus de 131 pièces, 42 cheminées, 148 fenêtres. Et c'est un programme important pour essayer de faire vivre cette maison et le partager avec nos visiteurs. C'est également beaucoup de travaux puisque c'est un château un petit peu étonnamment oublié à travers les siècles. Je l'appelle le château mondialement inconnu. On a à cœur de le partager petit à petit, mais il y a beaucoup de travaux à mener. Et c'est vrai que tout d'abord, on s'est concentré sur la résolution des fuites pour essayer de préserver cette beauté de bâtiment historique que nous avons. Et petit à petit, on arrive à avoir quelques visiteurs qui viennent nous rendre visite. On en était à 47 000. En 2019, on ne vous parlera pas évidemment des chiffres de 2020 qui sont dramatiques. Comment on va retrouver ce jardin historique du château de Main-sur-Loire? La première, bien sûr, ce sont les textes qui nous intéressent. Ce sont la recherche historique. On a eu la chance de bénéficier de quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Jean Mesqui, qui est chercheur en castellologie. Castellum, le château, il est spécialiste des châteaux 13e. Par hasard, il accompagnait un étudiant qui venait visiter le château et il s'est demandé ce que c'était que ce tas de pierres et il a consacré 3 ans à étudier le château. Au tout début, il a dit non, avant de s'occuper du château, on va d'abord s'occuper de la collégiale puisque le château jouxte la collégiale Saint-Liphard. Collégiale, c'est le collège des chanoines qui gérait avec l'évêque cette église. Et vous voyez en bas à droite les 2 tours accolées au clocher-porche, qui est la première résidence des évêques au XIIe siècle. Et cet ingénieur, ce docteur ès-lettres, a consacré beaucoup de temps, on appelle ça, c'est un érudit qui parle latin, qui est extraordinaire, et nous a sorti 2 études absolument remarquables que l'on a éditées, donc vous avez les couvertures ici, qui nous a permis d'avoir énormément d'informations, de découvrir énormément de choses sur le château et sur ses jardins, bien évidemment. On a une autre étude, un mémoire qui a été réalisé
sous la direction de Christophe Morin, qui est maître de conférence à l'université François Rabelais de Tours et qui a confié à Cassandre Marty une recherche historique sur ces jardins qui a été tout à fait intéressante. On peut remercier à nouveau la PJRC qui est intervenue également, notamment pour faire le recensement des essences présentes dans ce jardin-là, et qui nous a permis de comprendre ce qu'était ce jardin, à la fois un jardin mixte qui comprend la tradition du jardin régulier et puis du jardin pittoresque à l'anglaise, et vous allez voir comment il se répartit à l'intérieur de ce parc, et qui a également identifié les différentes influences de ce jardin, qu'a évoqué notamment Pierre-Constant d'Ivry, puisqu'il y a toute une composition de triangles dans les bosquets, l'apparition des espaces de pelouse qui nous viennent des Anglais et des gazons. Et donc, ça a été un élément extrêmement intéressant pour comprendre qui pouvait avoir inspiré ces jardins et comment ils étaient composés. Ça nous permet de découvrir une série de plans à travers toutes ces recherches. Alors, un plan du XIVe siècle, vous avez le château primitif avant la jonction de la tour et de sa chapelle, avec le petit castelet à droite, qui est enchâssé par toute une série de remparts, avec la collégiale que vous pouvez voir ici. D'autres plans, notamment l'Atlas de Truden, qui est une belle source d'information pour nous, de 1763, vous avez déjà, on commence à voir des bosquets qui commencent à se structurer dans le bois en face du château. En bas, vous avez déjà un premier petit jardin à la française qui se dessine. Vous avez un petit triangle également un peu plus en bas avec des petites croix. C'est un cimetière. Le jardin n'est pas encore complètement complet en fait, hein. Ce petit cimetière Saint-Nicolas va être racheté quelques années plus tard par l'évêque Jarande de la Bruyère, qui percera une allée pour rejoindre la grande route qui permet de rejoindre le château de Ménard. Pas très loin de là, nous avons Madame de Pompadour qui va créer cette route qui lui permettra de rejoindre plus aisément la ville d'Orléans. Et donc l'évêque suivant va créer cette grande axe en récupérant ce petit cimetière. Un peu plus tard, 10 ans plus tard, plus précisément, en 1773, là on voit bien le jardin tel que l'évêque Jarande de la Bruyère, qui est ministre de Louis XV, qui est gestionnaire de la feuille de bénéfice, c'est lui qui soumet au roi de France les postes ecclésiastiques, c'est lui également qui est surintendant des bâtiments ecclésiastiques de France. C'est un homme qui est important, qui a une fortune tout à fait considérable. Son défaut, c'est qu'il est ami avec Choiseul, et quand Choiseul va tomber, Louis XV va consigner l'évêque Jarande de la Bruyère dans son château de Main-sur-Loire. Il va consacrer toute sa fortune à refaire une petite vie versaillaise, si vous voulez, en refaisant tous ces jardins, en créant la chapelle, etc. Là, on a un jardin qui est déjà bien constitué, hein, que nous avons ici avec toutes ces compositions dans les bosquets, dans le bois. On va retrouver un jardin bas avec des compositions de buis avec ces éléments de pelouse, un jardin intermédiaire également avec des broderies de buis, et puis toute la partie haute, un quinconce d'arbres avec un pavillon de musique. C'est le petit point noir que vous avez en haut à droite, que vous pouvez apercevoir, un jardin assez élégant que nous avons face au château. On a également des jardins extramuros, parce qu'effectivement, le jardin est trop petit par rapport à la taille de ce château. Donc, il va s'étendre d'abord pour avoir un jardin nourricier, un potager au cœur de la ville. Alors, bien sûr, toutes ces parcelles maintenant ont été modifiées. Vous avez un canal dans ce élément encerclé en orange qui était l'alimentation en eau de ce potager. Puis, encerclé en bleu, vous avez sur la place un ancien couvent des Cordeliers, un jardin d'agrément dans lequel on pouvait même trouver un petit kiosque chinois. C'était les chinoiseries de l'époque qui faisaient extrêmement fureur. Donc vous voyez qu'il avait différents éléments à disposition. En contrebas, au bord de la Loire, vous avez également le parc de l'évêque, que vous avez indiqué en haut à droite, qui était un autre lieu de promenade plus sauvage, celui-ci en bord de Loire. On a quelques gravures qui nous permettent d'imaginer ce que pouvaient être ces élégantes promenades autour du château. Vous en avez une ici, de l'autre côté de la rive. Là, cette gravure est intéressante, elle est de Campion. Là, on voit bien le jardin bas. On voit le château avec cette haie de tilleul taillée en rideau. Le pavillon que vous voyez là, c'est le bout du château, c'est la résidence personnelle de l'évêque. Vous pouvez deviner entre les fenêtres un cadran solaire qui est encore là. Et puis vous avez tout ce jardin bas avec ces grands ronds, ce grand rond de gazon sans doute, et ces parterres de broderie.
Une très belle terrasse qui permettait de dominer la Loire. Vous la voyez un peu plus loin au fond à droite avec ces voiles des bateaux qui étaient une des activités très importantes, une activité économique très forte pour Main-sur-Loire. La collégiale au fond que l'on voit. Un petit pavillon, c'est une des anciennes tours de défense de la première enceinte de Main-sur-Loire, convertie en pavillon du billard. C'est ainsi que l'histoire nous le lègue, donc un endroit de plaisance avec des gens qui vont se promener. Jarente de la Bruyère va recevoir beaucoup d'artistes, des peintres, des écrivains. Il va recevoir Campion pour faire ses gravures. Ils reçoivent entre eux, il y a bien sûr, on en parlait tout à l'heure, le château de Ménard à proximité, mais nous avons également Chanteloup avec Choiseul qui est à Amboise. Ils vont s'échanger d'ailleurs les architectes. Et puis nous avions Grimaldi qui est au Mans également, et cette petite cour va recréer là une vie extrêmement élégante, assez sophistiquée entre ces différentes demeures. On en voit un petit peu cet éclat à travers cette gravure de Campion. Une autre gravure, on voit qu'elle est dédiée à Madame la Marquise de Pile, c'est la sœur de l'évêque Jarente de la Bruyère qui va réaliser ces grandes fêtes au château de Main-sur-Loire. On voit cette terrasse, cet ancien rempart au fond qui permettait de dominer la Loire. On voit également tout au fond, vous pouvez deviner ce quinconce d'arbres et le pavillon de musique également tout au fond. Si vous vous rapprochez un petit peu, c'est pas facile à voir, je vous l'accorde, mais voilà, on a ici un bon aperçu de ce que pouvait être cette approche de cette vie assez qualitative au château. Ensuite, on va avoir le terrain. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui est visible maintenant sur place de ces éléments que l'étude historique nous a montrés? Le pavillon de musique, il nous reste. Il est sérieusement délabré. On l'a sécurisé. On va mener prochainement avec la DRAC une étude dessus pour voir comment on va pouvoir le restaurer. Il est extrêmement intéressant parce qu'il est réalisé par le Camus de Mézières. C'est lui qui va faire la pagode de Chanteloup. Vous voyez bien, c'est l'échange d'artistes et d'architectes que nous avons entre Choiseul et Jarente de la Bruyère, un élément tout à fait délicat, charmant, qui se rapproche du pavillon de musique, du petit Trianon de Versailles, avec une voûte plate, un élément technique très difficile à réaliser. On va avoir cet escalier qui nous permet de monter sur un petit belvédère qui domine la Loire. C'est une halle quand on se promène dans le parc pour avoir un goûter ou bien observer les étoiles. Vous avez des éléments de stuc que vous avez encore ici, avec des morceaux de boiserie qui restent, qui permettaient d'en chasser sans doute des chinoiseries, ces peintures que l'on pouvait avoir à l'époque dans ces éléments de demeure tout à fait charmantes, avec un violon qui pouvait vous attendre, avec une cave aussi très surprenante. D'aucuns pensent que ça pouvait être une laiterie, un petit peu à l'instar de ce qui pouvait se passer au petit Trianon de Versailles. Des endroits champêtres, c'est tout l'aspect rousseauiste que nous avons ici à ce moment-là. On est pré-révolutionnaire, on est juste avant la Révolution ici, et Jarente aura le bon goût de mourir en 1788 d'ailleurs. Il ne va pas connaître la Révolution française. Voilà un cliché, une carte postale, début 20e, positionnement au bout du parc, un peu enchâssé dans la verdure. Et puis à droite, vous voyez ce petit chemin qui permettait de longer le rempart et de découvrir la Loire dans toute sa splendeur. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, on a des images avec la lumière du matin tout à fait extraordinaires sur ce panorama-là. D'autres éléments nous restent. Alors là, ça ne peut peut-être pas vous dire grand-chose, pourtant c'est un élément extrêmement intéressant, c'est un enrochement. Au XVIIIe, on retrouve le plaisir des promenades en montagne. Et Jarente de la Bruyère va faire un amoncellement de rochers. Si vous regardez cette image à droite, vous verrez qu'il y passe même des canalisations, puisqu'il aura une machine hydraulique tout à fait surprenante, une machine hydraulique des frères Perrier. C'est la même que Haussmann mettra sur la colline de Chaillot pour alimenter en eau les Parisiens, une machine hydraulique extrêmement importante à vapeur qui est manipulée par 7 personnes qui va capter l'eau des Mauves, qui est une petite rivière qui jouxte le château en bas et qui va alimenter les jardins des parcours à l'anglaise totalement. Cet enrochement pour faire des grandes cascades, il y mettra 7 ponts. On a un inventaire révolutionnaire extrêmement détaillé sur ces jardins. Et il va également alimenter ses bains, puisque dans le pavillon que je vous ai montré tout à l'heure, il a des bains, des pédiluves, des cabines pour se changer, un grand cuvier pour prendre son bain. Il a même un sauna. C'est pour vous dire la sophistication que nous avons ici.
à l'intérieur de ce château. Et cet enrochement, au départ, on ne l'avait pas vu du tout. Il était totalement sous un amoncellement d'arbres morts tombés, puisque le parc était à l'abandon pendant une vingtaine d'années à peu près, et les tempêtes de 99 avaient complètement enseveli tout cela. On a fait une dernière campagne, là, dernièrement, il y a 3 semaines, pour désenclaver cet élément-là et pour découvrir un petit peu cet enrochement tout à fait surprenant. D'autres éléments sont visibles, notamment sur les périodes de sécheresse. Alors, c'est une damnation pour nous, évidemment, mais c'est en même temps un élément tout à fait intéressant, puisque lors de ces périodes de sécheresse, on a pu voir réapparaître un rond au milieu de la prairie qu'on va pouvoir mettre au regard de ce plan de Campion que je vous ai montré tout à l'heure. Il est exactement à l'emplacement de la pièce ronde que vous avez ici. Et on a cette délimitation qui apparaît avec la sécheresse un peu plus verte. Est-ce que c'est en dessous une bordure de fontaine? Est-ce que c'est simplement une délimitation de calcaire qui est en dessous? On n'en sait rien, on n'a pas encore creusé, on va le faire prochainement parce que très honnêtement, on est à 50 ou 80 cm de profondeur seulement. Jusqu'à la Révolution française, on n'aura plus de distinction entre le jardin haut et le jardin bas, qui était délimité par un petit mur en pierre. Ce mur sera vendu et on va niveler l'ensemble et on va tout combler. On plantera du son pour participer à l'effort de la nation et on va recouvrir ce jardin qui réapparaît à la faveur de cette sécheresse et qui nous permet de montrer que ce jardin a bien été réalisé. On va avoir donc cette troisième étape dans la recherche de ce jardin par une prospection lidar. C'est utilisé par les archéologues sur des chantiers lorsqu'on a des difficultés d'accès notamment. C'est une technologie tout à fait remarquable qui nous permet d'avoir des fouilles non destructives, c'est-à-dire que l'on va pouvoir détecter l'ensemble des interventions humaines sur la topographie du terrain. Alors ça a été mené sur les 7 hectares. Sur la parcelle encerclée de jaune, vous avez là où il y avait les bosquets. On ne les voit plus du tout, évidemment. C'est là simplement un bois que nous voyons maintenant, encerclé en rouge. C'est l'ensemble de la parcelle des 7 hectares que nous allons pouvoir étudier. Alors c'est très simple, entre guillemets, on va prendre un drone important qui va embarquer avec lui un laser que vous voyez sur la droite. Ce laser va tournoyer sur lui-même et va bombarder la propriété de 90 millions de points. Et chacun de ces points aura une coordonnée GPS. C'est-à-dire qu'on va avoir une identification extrêmement précise de ce nuage de points que nous allons composer. Et ces nuages de points vont être envoyés à peu près à 40 mètres d'altitude et vont tellement bombarder la propriété qu'on va même passer sous le feuillage des arbres pour toucher un maximum le sol. Alors on fait ça à la fin de l'hiver, quand les feuilles ne sont pas encore repoussées, et on va pouvoir avoir des informations extrêmement intéressantes. Alors la mise en œuvre est simple, c'est simplement ce drone, ce laser embarqué qui va enregistrer l'ensemble de ces 90 millions de points. Et cette masse d'informations sera ensuite injectée dans un logiciel qui va nous permettre de comprendre et de visualiser ce nuage de points. Vous avez là l'information brute. Elle permet de voir le château parfaitement, cette parcelle de 7 hectares, la partie boisée que nous avons ici. Et à partir de là, ces données vont être traitées. On va leur faire subir toute une série de transformations, de jeux de lumière, d'ombre. La première chose qu'on l'on fait, c'est que sur chacun de ces points que nous avons, on va mettre un cône inversé. Vous imaginez un point au sol, vous imaginez un cône inversé, et on dit au logiciel, dans ce cône, tu supprimes tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'on va pouvoir supprimer l'ensemble des arbres, l'ensemble du bâti, pour ne se retrouver qu'avec la topographie. Alors voilà ce que ça donne. On a supprimé le château, vous le voyez en bas à droite, les 2 rectangles, vous avez plus d'arbres, et ce qui apparaît, ce sont les allées. Regardez, sous les bois, on commence à deviner un rond, on commence à bien voir l'ensemble des allées qu'il y avait. Sous un autre traitement, alors là on donne une granulométrie différente au terrain, un autre angle d'éclairage, une autre couleur, on se rend compte qu'on voit bien on voit bien ces parcelles géométriques, le rond ovale que vous avez ici au centre qui faisait partie de ces bosquets,
Et si on le met au regard du plan historique de 1773, eh bien, on va voir que le jardin a été parfaitement composé. On va retrouver, alors il faut l'étudier précisément, sur votre écran, je ne sais pas si vous le voyez précisément, mais ces parcelles géométriques sont très bien visibles, elles sont effectivement conformes au plan que nous avons là. On devine le premier rang, on devine l'ovale qui est un peu moins visible de cette manière-là. Les jardins à la française, eux, sont plus difficiles à voir. On voit quelques allées, mais comme elles ont été comblées, remblayées, on a moins d'artefacts qui apparaissent. Mais en tout cas, on voit parfaitement bien les fossés. Alors, les rivières, est-ce qu'elles ont été réalisées? Où sont-elles? Ben voilà, un autre traitement permet de les découvrir. On va retrouver les bosquets, mais à gauche, ce sorte de serpent, ben ça, c'est une rivière. Et puis, au bout à droite, également une autre rivière qui est ici, qui sont parfaitement délimitées. Un autre traitement nous permet de voir l'enrochement, je vous l'ai dit, cette petite montagne réalisée artificiellement avec ce cours d'eau foncé que vous avez là et que l'on voit parfaitement bien. En bas à droite, les rectangles, ce sont les fondations du château. Vous voyez des fossés que vous avez là avec le château de l'autre côté. Vous voyez qu'on a des relectures tout à fait intéressantes. Ici également, un autre regard sur cet enrochement et sur la rivière qu'on voit parfaitement bien. Au premier plan, ce sont les sauts de loup. Vous voyez cette ligne rectiligne là avec ces retours. C'est les sauts de loup. C'est une des compositions du jardin. Comme c'est un petit jardin qui est proche du bâti, l'évêque ne voulait pas que le regard dans le parc soit bloqué par un mur. Donc on a toute une partie du jardin qui n'était pas enchâssée. On pouvait, le regard, aller plus loin pour faire croire que le jardin était plus important. Voilà un autre exemple de ce que le lidar nous permet de découvrir. Vous avez là le bosquet, vous avez une allée centrale, mais voyez, vous avez un chemin qui serpente un peu bizarrement. En fait, ce n'est pas du tout un chemin, il s'arrête proche du château. C'est en fait un souterrain du château. Vous savez que le château regorge de beaucoup de souterrains. Il a fait notamment, c'était l'emplacement des prisons où François Villon, le poète, a été incarcéré. Il y a énormément de souterrains. En voilà un que l'on voit. On voit que la surface du sol est modelée par le parcours de ce souterrain qui rejoint le château et qui traverse le parc. Ça va être un autre élément de recherche pour le château hors jardin, mais qui est extrêmement intéressant et complémentaire de la connaissance que nous pouvons avoir de ce château. Alors, accessoirement, ça nous permet également de réaliser des outils pédagogiques. Voilà, le nuage de points que vous avez, il suffit de le passer dans une machine 3D pour modéliser le château. Ça nous aide pour les scolaires, pour comprendre les différentes phases de construction. Ça nous aide également pour les personnes malvoyantes qui permettent ainsi de comprendre la construction de ce château. On voit bien le château médiéval, la tour avec ses figures pour le pont-levis. On peut voir également la chapelle avec ses dômes qui sont ici. Donc, vous voyez que cette lidar n'est pas encore énormément utilisée en France. On l'utilise beaucoup sur des grands chantiers puisqu'il permet en fait de couvrir d'immenses superficies, plusieurs hectares. Si vous voulez, le lidar, en 2 heures, il avait fait son travail, il avait scanné la propriété. C'était extrêmement rapide. Après, le traitement est un peu plus complexe et il faut jouer avec, alors c'est pas nous, c'est des ingénieurs qui font ça, qui permettent, parce que là, l'apprentissage du logiciel est assez complexe, et c'est eux qui après nous donnent les différents axes, différentes lumières, différents reliefs qui nous permettent de comprendre et de détecter, au regard de ce que nous avons appris avec les études, ces éléments qui composaient les jardins. Alors voilà un plan maintenant reconstitué de ce jardin. Voilà ce que ça pourrait être. C'est le projet de se dire que nous allons refaire les jardins. Mais alors maintenant, qu'est-ce que ça signifie de faire des jardins? Refaire un jardin à l'identique, quel sens cela peut-il avoir? Nous avons des changements climatiques extrêmement importants. On a des ressources en eau pour lesquelles maintenant il convient de faire extrêmement attention. On ne va plus pouvoir planter du buis comme vous pouvez le faire précédemment. Donc, quels sont les plans qu'il va falloir choisir? Quelle gestion raisonnée on peut mettre en place à l'intérieur de ce jardin? C'est tout ça qu'il va falloir intégrer pour pouvoir imaginer ce jardin. On en a quelques reflets, quelques éléments qu'on a pu partager avec vous à l'instant. Et Jacques Delisle, qui est un poète, qui est intervenu régulièrement au Château de Main, a fait un poème sur les jardins de Main. Je vous cite juste quelques vers. Avez-vous donc connu ces rapports invisibles des corps inanimés et des êtres sensibles? Avez-vous entendu des eaux, des prés, des bois, la muette éloquence et la secrète voix? Tout ça, cette petite élégance, ces petits mystères et cette beauté qu'on peut avoir,
C'est ce qu'on essaiera en tout cas de retrouver en reconstituant ces jardins dans les prochaines années. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci Xavier. Il est toujours passionnant de travailler avec des propriétaires de jardins aussi impliqués dans la redécouverte de leur jardin. Le château de Mains est l'un des plus vastes et des plus anciens châteaux du Loiret. Il se situe à une vingtaine de kilomètres d'Orléans. Retrouvez toutes les informations sur château-de-mains.com et à bientôt pour un nouveau web module patrimonial.